Bonsoir tout le monde, ici le Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour. Cette semaine, ça faisait longtemps, on était dû pour une petite soirée AB in Québec City. Et ce soir, j'ai avec moi bien entendu Guillaume. Comment ça va Guillaume? Ça va très bien, ça va très bien. Merci beaucoup pour cette introduction. Et toi-même, Xavier, comment ça Ça va? va très bien moi aussi. Je remarque d'ailleurs que j'ai pas notre petite icône AB Night. Parfait, c'est réglé, c'est fait. Ouais, on a failli être illégal pendant un petit bout, mais là, AB Night in Québec est sur le stream. On est correct. Très content. Ça faisait un petit bout, puis on avait quelques... Oh, est-ce que tu es encore là, Guillaume? Oh, ça commence bien. Je pense que Guillaume est complètement gelé. Ça y est, c'est fini. Oh, t'es revenu, là, je pense. Test, test. Je pense, d'après moi, c'est le Night qui a tout ça fait exposer le reste. Oh, ouais, là, tu gèles un peu, mais t'es en train de revenir tranquillement. Ça y est, on va laisser le temps à ta connexion de reprendre du mieux. Fait que c'est ça, je disais, dans le fond, ça faisait un petit bout. Très content de t'avoir sur le show, Guillaume. On avait quelques sujets à discuter avec le monde. Ça va être une soirée assez relax. On peint des bonhommes, on jase ensemble. Chat, si vous avez des questions aussi, c'est le temps, des questions au niveau AB, parce que Dieu sait que c'est pas à moi qu'il faut les poser. On profite vraiment de Guillaume. Là. À chaque fois, on en profite, là, on va se le dire. Là. Mais toi, à part ça, Guillaume, quoi de neuf ces temps-ci? Sur quoi tu as AB? Ouais, ben écoute, le projet Stormcast, donc Mhm. de pouvoir faire l'armée complète qui va faire le tirage. Dans le fond, là, il reste une bannière, une figurine à faire. Toutes les bases sont faites. Ça look super bien. Fait qu'il va y avoir justement un peu un update de photos que je vais mettre en fin de semaine. Cool. On va pouvoir continuer à teaser le monde. Puis, fort probablement que d'ici un mois, là, dans ces eaux-là, ça va dépendre un peu de quand est-ce que je vais avoir la chance d'aller au Bastion, mais pour apporter tout ça, puis pouvoir commencer à amener justement les billets là, qui pourront être achetés pour le tirage. Là. Fait que vous allez pouvoir voir un peu passer ça, là, je vais les poster en fin de semaine. Très, très cool. Peut-être on peut faire un petit rappel s'il y a des gens qui n'étaient pas au courant. Dans le fond, le projet dont Guillaume parle, il est en train de peindre une armée complète de Stormcast. À un bon niveau, on va se le dire. Là. Ça va être une belle armée. Si vous voulez voir d'ailleurs des photos sur le Instagram de Guillaume, on a quelques photos qui sont déjà là. Et dans le fond, c'est un tirage. Vous allez acheter un billet pour rentrer dans le tirage et c'est pour ramasser des fonds pour une œuvre de charité. Et dans le fond, vous courez la chance de gagner une armée peinte au complet. Là. Fait que très belle initiative. Puis c'est sûr que quand on va avoir les détails de la mise en vente des billets, c'est sûr et certain qu'on va en parler ici aussi. Là. Fait que, That's it. très cool. Ça progresse, on aime ça. Exact, c'est ça. That's it. Moi, de mon côté, j'ai sorti, pendant qu'on va jouer ce soir, je vais me gâter avec un petit peu de dry brushing sur du Norgel. J'ai ressorti quelques modèles Norgel. Un petit Herald. Ouais. Puis j'ai les cultistes, là, les Swampmen, les Rotmire Creed. Là, j'ai Rottmeier, ben oui. 30 de ces dudes aussi à faire éventuellement. Tranquille. Tranquille. Une question d'une soirée, là. Oui. Puis c'est le fun parce que chaque modèle a plein de détails incroyables aussi. Là, fait que. Fait Ouais, que ça serait un beau défi. Ouais. Fait qu'on va commencer par faire notre bon dry brush gris suivi d'un petit dry brush blanc. Là, classique slap chop. Là, puis on va où est-ce qu'on s'en va avec ça. Fait que ça ressemble à ça de mon côté. Sinon, game pas mal. Et on a très hâte de voir le GHB qui a été confirmé. Là, donc pré-order en fin de semaine. Et donc sorti le 8 juillet. On a déjà vu quelques petites choses popper, quelques rumeurs sur les internets. Clairement, on le sait que ça va être une saison de magiciens. Mais puis on va avoir de la Primal Magic puis tout ça. Fait que j'ai quand même hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis on en parlait un peu tantôt, Guillaume, avant le show. J'ai surtout hâte, honnêtement, de voir les scénarios. Euh, Ouais. Parce que c'est généralement la chose qui va... Est-ce que ça va nous tenir accrochés tout le long de la saison ou pas? T'sais, souvent, la fatigue de fin de saison, on finit par les connaître, les bons scénarios, là, à travers les moins bons. Ouais. Puis c'est ceux-là qu'on joue souvent. Fait qu'à un moment donné, on a le goût de changement un peu. T'sais, si on est capable d'avoir un solide, je sais pas moi, 9-10 scénarios qui sont tous jouables compétitivement, là, au moins ça fait
ça fait un peu de variance, finalement. Ouais, mais tu peux avoir des événements qui n'auront pas tout le temps. Tu sais c'est quoi souvent, tu sais, ok, bon, mais ça m'en prend 6, tu sais c'est quoi le player pack avant même d'arriver. Tu sais juste pas l'ordre, concrètement. Mais c'est ça, effectivement, si on peut avoir un bon pic, ça pourrait être une bonne chose. Bien curieux à voir. Yes, puis bien entendu, bien hâte de voir aussi le Battle Scroll éventuel avec les points drop puis tout ça. Je peux déjà dire que pour le review du GHB, on aura tout qu'un magicien sur le stream, tout qu'un magicien de Trois-Rivières. Et j'ai nommé Pierre-Luc Héroux. Donc, Rien, le seul. Rien de moins que le professionnel Zinch. J'ai bien hâte qu'on parle de magie avec lui. Bien hâte pour ça. On va avoir les Man Reads Book en fin de semaine. Là. Fait que si tout va bien, mardi prochain, review du GHB. Donc, yes. Puis vous autres, gang, dans le chat, comment ça va à soir? Quoi de neuf de votre côté? J'espère que vous avez avancé un peu de hobby aussi. Avant toute chose, en même temps, je me dois de mentionner qu'il y a quelques événements ce mois-ci pour ceux que ça pourrait intéresser, particulièrement au Bastion. Ben, en fait, je vais commencer par mentionner, il y a un événement le 8 juillet. Celui-là, il est à Trois-Rivières. Tournoi du nouveau GHB. On part ça en force la journée même de la sortie au Gamerspot organisé par Alex Thibodeau. En principe, j'y serai. Donc, pour ceux qui voudraient faire du Age of Sigmar, venez-vous-en. Il restait quand même, quand je me suis inscrit, il restait genre 13 billets sur, je pense que c'est 26 ou 24. Là. Il restait quand même encore pas mal de place. Fait que si c'est pas là, fait. Tu viens de dire ça, puis il vient d'en partir 5 d'un coup. Ça se peut très bien, là, tu sais. Toujours plaisant d'aller faire un petit tournoi à Trois-Rivières. Fait que on a ça qui s'en vient très bientôt. Si jamais vous êtes plus 40K, on a quand même fait un tour des règles de 40K la semaine prochaine. Ça augure bien. Si vous êtes plus du style 40K, on a un Game Day la même journée, le 8 juillet, au Bastion. En fait, il y aura 2 Game Day 40K pour célébrer le release de la 10e édition, le 8 juillet et le 29 juillet. Et on a un Game Day EOS le 22 juillet. D'ailleurs, je peux même les mettre à l'écran, on a ça ici. Donc, 8 juillet, 40K. Puis, on a aussi le 29 qu'on voit ici. Et EOS sera le 22 juillet. Puis, si je ne me trompe pas, c'est-tu le 29 aussi qui a été annoncé un événement du Lore Master à Sherbrooke? Oh là, je l'avais en tête, ça se pourrait. Je m'avance, là, mais me semble que c'est des infos pas vérifiées, là. Ouais, regarde, on parle pas de trouble avec ça, là, je veux dire. Si on dit n'importe quoi, c'est on sera le Fox News des nouvelles DOS, là, regarde. Il n'y a rien là, c'est pas grave. fait quand même pas mal d'événements qui s'en viennent. C'est sûr qu'on s'entend l'été, c'est toujours un peu la période un peu, je dirais pas morte, mais je pense tout le temps une petite période un petit peu plus tranquille, il fait beau dehors puis tout ça, puis on a nos priorités un petit peu ailleurs, là. Mais c'est le fun quand même de faire des petits événements par-ci par-là. Fait que très très cool pour ça. Donc, c'est ça, on va starter notre soirée OB. Je veux quand même qu'on prenne le temps qu'on ait le temps de parler des sujets qu'on voulait parler. Mais je suis très conscient qu'on a eu, c'est ça, des leaks aujourd'hui, des Regiments of Renown, tout ça. Fait que peut-être qu'en fin de show, si on a le temps, on ira regarder de quoi ça a l'air, ces petits leaks là, qui sont sortis aujourd'hui. Mais, ouais, that's it. Donc, avant toute chose, allons-y avec tes sujets, Guillaume. Et aujourd'hui, tu voulais nous parler, entre autres, de baser. En fait, la base de peinture, là, quel primer, finalement, là, utiliser pour ces modèles, puis pourquoi faire un choix plutôt qu'un autre, en fait. Exactement. Ben, écoute, puis j'avais lancé les sujets, il y en a 3, en fait, là, de faire un peu comme le primer sur les figurines. Penser à élaborer son schéma de peinture aussi, puis en arrêt de ça aussi le montage derrière la figurine, à savoir si on fait du sub-assembly ou pas. Donc, si exemple, quand on peint certaines figurines, ou même toutes les figurines, est-ce qu'on fait des têtes à part, est-ce qu'on fait les bras à part, est-ce qu'on colle tout ça après? Ouais. Dans un ordre logique, mettons, on irait en premier, parce que normalement, la première étape que vous allez faire, ça va être l'assemblage de votre figurine. Puis concrètement, on envoie, puis il n'y a pas de recette miracle. Là. Ce qui est vraiment important, c'est que la personne, quand elle embarque là-dedans, il faut trouver ce qui vous motive le plus à faire. Fait que ça, c'est vraiment l'essentiel dans ça. Après ça, c'est sûr qu'il y a des conseils au niveau de l'efficacité. Fait que
quand on fait les figurines, normalement, si vous vous lancez dans une pièce, là, puis on les pense, les pièces, là, on en a tous là en tête. Là. Exemple, on a un archon à faire, on a comme des gros dragons, même les Maggot Lord, tu sais, je pense, parce que tu joues avec ton Nurgle. C'est sûr que c'est ces genres de figurines-là que ça va être un plus de faire de l'assemblage en sous-pièces. Après ça, de les peinturer, puis après de les assembler. Vous allez avoir un gain au niveau de l'efficacité. Mais il faut toujours comprendre comment vous allez voir votre figurine, exemple, à la fin. C'est ça qui est important. Fait que, quand vous avez une espèce de héros vraiment gigantesque avec comme ça sa monture, sa créature ou comme du détail comme ça, bien, quand vous allez jeter votre œil dessus, ce que vous allez avoir, c'est votre effet d'ensemble. Vous allez pouvoir voir ces différences-là entre les pièces. Versus, exemple, tu prends tes Rottmeier Crew, les petits bonhommes, là, les figurines que tu as montrées tout à l'heure, ça sert strictement à rien de se dire ah ben tu sais, je vais faire la cape en premier, puis après je vais la coller sur son dos. Parce que à la grosseur du détail, c'est sûr que vous allez vous perdre là, dans l'effort que vous allez avoir mis, ça sera pas. Vous n'allez pas avoir un retour sur investissement. Encore une fois, si on se dit moi je veux faire une armée complète, ce que vous visez, c'est un effet d'ensemble. C'est pas. Puis c'est correct s'il y en a qui, exemple, disent ah ben moi je veux vraiment mettre. Je veux être next level sur cette figurine-là, mon héros, je vais le faire comme ça. C'est correct. Mais si vous visez comme d'avoir 30 figurines, 50 figurines, 60 dans votre armée, on laisse tomber ça. Le sous-assemblage, c'est vraiment pas quelque chose que je conseille de mettre de l'énergie dessus. Puis il y en a qui vont vraiment comme même next level, là, qui peinturent sur les sprues. Ah oui? Et après qui découpent et qui collent. Mon Dieu. On voit moins ça. On voit moins ça quand même. En tout cas, moi, j'ai pas vu personne faire ça là, depuis longtemps, là, mais... Non, exact. Mais ça, c'est vraiment, c'est comme le next level du sub-assembly. Moi, je conseille absolument pas ça. Parce que vous n'allez même pas avoir un gain, parce qu'au final, où est-ce qu'après ça, vous allez couper vos morceaux. C'est correct si, exemple, vous avez la tête de la figurine puis la clip est en bas. Mais si ça tombe que c'était sur le coin de sa cape, de toute façon, vous allez devoir remettre la peinture. On n'est vraiment pas là. C'est vraiment pas ce qui est très efficace, maintenant. Du sub-assembly, je pense aussi que c'est pas nécessairement une technique qu'un peintre débutant devrait garder en tête, parce que je pense une des premières choses, puis tu en as parlé beaucoup aussi dans d'autres épisodes, hein, c'est, tu l'as dit tantôt, c'est faut apprendre à comprendre où la lumière va sur notre modèle. Hein, c'est une des choses les plus importantes finalement que en tant que peintre, tu dois essayer de comprendre, puis c'est avec la pratique aussi. Fait que c'est sûr que si tes premiers modèles que tu peins, tu les gardes tous en sub-assembly, ben, en tout cas, moi, je conseillerais peut-être que si vous débutez, de laisser faire le sub-assembly, allez-y avec votre modèle, puis observez vraiment comment est-ce que différentes parties vont aller toucher le modèle, tout ça. C'est sûr qu'à cette heure, on a quand même beaucoup de photos sur Internet, c'est plus facile d'aller voir aussi avant, là. Mais ça peut être quelque chose d'intéressant à un moment donné quand vous pognez un beat, là, puis vous dites, OK, ben, je commence à catcher un peu plus comment je fais jouer les couleurs, tout ça, ben là, oui, après ça, ça devient intéressant, là. Oui, tout à fait. Non, je pense que c'est un bon point de vue, effectivement, de se dire de pouvoir. Il y a certains niveaux où, est-ce qu'à un moment donné, on se sent à l'aise aussi de pouvoir se lancer dans le projet, de se dire, OK, bon, ben, tu sais, là, j'aurais un gain de faire, par exemple, sa cape à part. Parce qu'il faut aussi ça, tu sais, il faut aussi avoir ce mindset-là, de dire, ça sert à rien de le faire en sub-assembly pour le faire en sub-assembly. Tu sais, il faut qu'il y ait un gain par rapport à ça. C'est que vous allez pouvoir peut-être travailler dans un angle que si votre figurine est collée, ben, votre pinceau, il ne se rendrait pas, par exemple. Oui. Puis là, vous dites, OK, ben, je vais avoir un gain d'efficacité parce que la cape en dessous de la figurine, ben là, il y aurait toutes ses jambes, il y aurait toutes ses armes. Ça peut éviter des erreurs, là, d'accrocher une autre partie du modèle en plus que l'on n'aura pas. Là, ça peut être quand même cool pour ça aussi. Considérant ça en tête, c'est sûr que ça va être une des étapes que vous pouvez vous dire. Puis ça peut être, comme on nomme, moi, je pense à l'armée de Stormcast que j'ai fait. Du sub-assembly, j'en ai fait dans le fond pour 3 figurines. Le Prime, qui lui est comme complètement en piste détachée, parce qu'il y a beaucoup de capes, il y a des éclairs, il y a comme plein de trucs magiques autour. Puis les 2 Dracotes, parce qu'ils ont justement des capes. Versus la grosse monture, où est-ce que là, je voulais m'assurer d'avoir justement un peu ce gain d'efficacité-là. Prévoir vos figurines à l'avance, quand vous êtes en train de les monter, même vous voyez un peu les instructions, vous avez déjà un peu des indices de vous dire, OK, clairement, je ne ferai pas ça au début, je vais le mettre en pièces, puis après je vais peinturer, puis après je vais assembler. Puis aussi, je penserai tout le temps à une pensée à Jocelyn, quand il avait fait ses Iron Jaws. On parle de Jocelyn. Ça y est. Hein? Je pensais pas que tu m'amènerais là à soir. Non, moi j'embarque, là, tu sais. J'ai même pas nommé Kevin. T'aurais pu me prendre. Oh my god.
Tu sais, qui avait fait, dans le fond, dans les Iron Jaws, le dos du Iron Jaw, dans le fond, comme de la brute classique, qui avait tout fait ses couches, qui avait tout fait ses apprêts, qui avait tout préparé la peau, pour finalement coller l'armure, puis se rendre compte que, dans le fond, l'armure couvrait à peu près 90% de la peau qu'il avait mis des efforts dessus. Wow. Fait que, si vous faites ça bassinnerie, juste aussi de prévoir qu'est-ce qui vaut la peine concrètement de peinturer. Clairement, Fait que clairement. faites un petit dry fit avant, c'est toujours une bonne idée. Oui. Je m'en rappellerai bien. Merci Jacques, pour cette Mhm, anecdote. mhm. Euh, puis après ça, on tombait un peu justement dans le schéma de peinture. Puis c'est souvent un sujet qui revient quand même, là. Exemple, quand on va dans les tournois de se dire, ah, tu sais, ok, je viens de m'acheter cette armée-là, je sais pas où est-ce que je vais aller, je sais pas qu'est-ce que je veux faire, j'ai le goût de mettre du bleu, j'ai le goût de mettre du rouge, c'est quoi l'équilibre, qu'est-ce qu'il faut que je trouve. Euh, fait que, avant même de vous dire, ok, ben, tu sais, moi j'aime ça l'orange, mettons, tu sais, vous avez comme quelques questions tu sais, à vous poser. Tu sais, allez, moi je pense que un des meilleurs trucs, c'est vraiment d'aller chercher de l'inspiration, aller regarder des photos, qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui ressort souvent comme style. Parce que c'est sûr que les peintres qui vont faire beaucoup de figurines, ils vont vous donner des trucs, tu sais, ils vont vous donner comme le coup d'œil sur la figurine, de faire comme, ok, ben tu sais, je le vois, mettons là, des osiarques, là. Tous les boucliers, c'est tout le temps quelque chose qui est quand même assez focus sur la figurine. Mhm. Fait en voyant ces photos-là, ça vous prépare déjà à vous dire, ok, ben tu sais, je sais où est-ce que je devrais mettre mon focus, mettons. Fait que ça vous prépare déjà un peu à ça, mais concrètement, votre schéma, en fait, il doit être simple. Il ne doit pas avoir 1000 teintes, là. C'est pas le temps. Genre, vous voulez quelque chose d'efficace, de global, qui rentre au poste, puis qui est eye-catching. C'est ça qui est important. Fait que vous voulez quelque chose qui est simple à faire, quelque chose qui est efficace. Ça veut dire pas 35 couches, là. On veut pas avoir à faire 1000 après, puis là, j'ai mis du vernis là, puis après ça, j'ai fait ça. Non, non, quelque chose qui est comme efficace. Quelque chose que vous allez avoir du fun aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que concrètement, vous allez jouer sur votre motivation. Vous en avez plein à faire. Tu sais, les figurines, c'est pas rare qu'on va topper quand même au moins 20 figurines, là, je veux dire, dans une armée et plus. Là. Ah oui. Fait qu'il faut que vous ayez du fun à faire ce que vous êtes en train de faire. Il faut que ça soit plaisant, il faut que ça vous drive. Puis, je sais que c'est pas tant un bon terme à dire, mais c'est améliorable, votre style de peinture. Dans le sens que faut que vous ayez votre schéma en tête et tout, qui est applicable à toute l'armée, mais que quand vous arrivez à des héros, vous savez comment le pousser une coche de plus, mettons. Vous savez comme, ah ben tu sais, peut-être que dans mes bonhommes de base, mettons, j'ai mis comme juste du bleu, rouge, noir. Pour mon héros, je serais à l'aise de mettre, mettons, du blanc puis du or. Tu sais, devenir juste un peu comme l'améliorer pour faire une démarcation visuelle. Que quand on regarde l'armée, encore une fois, elle est faite ensemble, c'est ça qui est important, c'est ça qui fait qu'on accroche à une armée. Ben, vous avez déjà un peu ces choses-là qui sont prêtes, puis vous avez déjà ça en tête. Puis le but, c'est qu'il pop du lot un petit peu quand même. Là. Ça reste un héros, ça reste un leader. On veut qu'il y ait quand même certains attributs qui le font ressortir du lot un peu. Là, tu sais. Exact. Quelque chose qui accroche l'œil, là, on va quelque part, là, en plein ça, effectivement. Puis là-dessus, après, vous allez avoir plein d'outils qui peuvent être utiles par rapport à vos schémas de peinture. Puis là, écoutez, c'est un peu. Ça fait drôle de dire ça, mais il faut aller chercher même directement des générateurs de palettes de couleurs. T'sais. Souvent, vous allez avoir ça sur les sites de peinture, les sites de déco intérieure. Puis vous dites, hey, moi, j'aimerais ça que mon armée, mettons, soit principalement rouge. Exemple, un rouge Bourgogne. Ça serait ça comme mon focus principal. Bien, vous allez dans votre application ou whatever, votre site, vous mettez du rouge Bourgogne, puis il peut vous sortir une palette, mettons, 3 couleurs, un 4, un panthère, peu importe, là, le nombre de couleurs comme soit complémentaires ou qui vont répondre. Puis souvent, vous allez aussi avoir, dans le fond, justement des couleurs complémentaires ou des couleurs contrastes. Vous allez pouvoir vous dire, OK, ben crème, moi, mon armée, exemple, je veux que ça soit quelque chose qui est assez dark, assez gritty. Fait que moi, avec mon rouge Bourgogne, je vais aller mettre, exemple, un gros métal sale. Puis vous pouvez aller jouer, vous pouvez aller regarder tout de suite sortir vos palettes de couleurs. Parce que des fois, on essaye la figurine, puis on se dit, ouais, tu sais, j'ai l'impression que c'est juste comme un daltonien qui sait pas s'habiller, mettons, tu sais. Fait que ça va vous permettre déjà un peu d'aller chercher ça, sans avoir à vous comme casser la tête. Après, c'est ça, juste de poser, mettons, puis de trouver vos bons équilibres avec vos couleurs. Si, exemple, vous mettez du bleu ultra pop avec un rouge qui est plutôt un rouge vin, ben vous n'allez pas en mettre 50-50. Vous allez peut-être mettre beaucoup de rouge vin, puis des yeux bleus pétants, mettons. Comme avec une espèce d'effet magique. Fait que juste de trouver vos équilibres comme ça va être bon, mais d'avoir votre palette déjà toute prête de couleurs, c'est ça qui va être le best. Puis, il existe même des sites, quelque chose qui peut être fait, c'est que vous prenez en photo votre figurine à l'étape où est-ce qu'elle est rendue avec les couleurs qu'elle a.
Puis vous allez après ça sélectionner avec comme une pipette la couleur sur la figurine. Puis il va vous sortir les complémentaires ou celles qui sont accordées direct avec ça, dans le fond. Comme c'est pas pire ça. Ouais, fait que ça vous permet de dire, ah ben ok, moi, je veux que mes couleurs principales, ou même autre outil qui est disponible. Là, on tombe plus un peu comme dans du Photoshop, mais vous en avez des extracteurs d'images qui peuvent faire ça. Des fois, vous dites, ah, crème, tu sais, moi, je regarde la figurine, puis j'ai même pas l'impression de pouvoir comme un peu décrypter les couleurs qui sont dessus. Vous pouvez demander à ce que le programme vous extrait, mettons, les 5 couleurs principales de la pièce que vous êtes en train de voir. OK. Comme ça vous dit, ok, ben, tu sais, je pensais que c'était comme un orange, mais finalement, je vois que c'est vraiment comme une espèce de un jaune crème, tu sais, qui est un peu trompe-l'œil, puis c'est vraiment. Parce que parfois, certaines couleurs qui sont une à côté de l'autre peuvent quand même être un peu un effet trompe-l'œil. Fait quand vous la ressortez comme ça, vous faites, ok, ben là, c'est clair, je vois que c'est un jaune clair, puis je vais de l'avant avec ça, puis je sais que je vais pouvoir l'équilibrer, mettons, même si c'est une couleur qui au début, je fais comme, ben, ça fait pas de sens, mais agencé, ça fait du sens. Fait que ça peut être des plus, là. Est-ce que, règle générale, on devrait s'en tenir à... quand on élabore notre schéma de couleurs, est-ce que, règle générale, on devrait s'en tenir à un certain nombre de couleurs maximum? Est-ce qu'on devrait tourner toujours alentour de, je sais pas moi, 3-4 couleurs dans notre schéma, sans compter, mettons, tout ce qui est cuir ou bone ou des trucs de même? Ou est-ce que c'est plus haut que ça? Est-ce qu'il y a un point où ce que trop de couleurs, c'est comme pas assez? Ouais. Ben, définitivement. Dans le fond, là, moi, je pense qu'il y a comme un certain barème qui est à respecter. T'sais, si vous avez, puis comme tu le nommes, là, je pense qu'il y a certaines textures qui sont comme un peu des passe-partout. Là. Je veux dire, la personne, quand ta peinture, si elle veut faire une ceinture, il n'y aura pas nécessairement 1000 choix. Ceinture jaune flash ou rose néon, c'est moins vu un peu. C'est moins là, mettons. Ouais, c'est ça. C'est sûr que oui, à un moment donné, où est-ce que vous voulez pas... faut que ça soit... c'est un peu comme un équilibre à quelque part. Faut pas que votre œil, quand il regarde la figurine, il a comme le goût de gerber. Là. Ça, c'est important. Faut que ça soit comme harmonieux, dans le fond, votre couleur. Puis souvent, c'est quand même quelque chose qui est un peu inconscient. T'sais, on en a des peintres, mettons, qu'on a en tête, là, comme Craft World Studio, qu'il fait des teintes qui sont complètement insane. Là. Il met du jaune dans à peu près tout. Puis Crème, il réussit à le faire matcher. C'est parce qu'il fait une figurine aussi. Il faut tout le temps avoir un peu ce détachement de dire, OK, ben cette personne-là, c'est comme le peintre, il est méga, méga, méga bon, puis il met toutes les teintes du monde dans ses figurines. Oui, mais il en fait une. Si vous faites une figurine d'exposition, c'est correct d'aller mettre plein de teintes bizarroïdes. Là. C'est correct, puis ça va faire des jeux qui vont être intéressants. Mais si vous faites une armée complète, puis vous commencez à mettre du bleu pâle, du rose poudre, du jaune flash, là, on perd l'essence là, un peu de qu'est-ce qui est censé. Vous avez un effet d'ensemble, puis c'est sur ça que vous voulez mettre le focus concrètement. Puis il faut aussi penser que si vous commencez à mettre plein de couleurs, ben là, on commence à perdre l'efficacité, on commence à perdre l'espèce d'aspect simple à faire, simple à comme, reproduire à plusieurs fois. Là, fait que c'est sûr que mon conseil souvent, ça va être de se tenir quand même dans les 3-4 teintes, puis pas nécessairement sortir à l'extérieur de ça. C'est un peu ça. Là. OK. Cool. Et après, ben, c'est que vous allez pouvoir aller jouer, exemple, sur vos héros, sur vos bannières. C'est là que vous allez pouvoir peut-être plus exprimer cet aspect créatif-là. Ou à la limite, si vous avez vraiment un manque à gagner, ben, vous faites 2-3 figurines on site, puis après vous retournez à votre besogne de masse, à quelque part. Puis c'est quand même cool qu'on ait tous ces outils-là à cette heure. On n'avait pas ça dans le temps non plus, là, les programmes sur Internet, tout ça. On avait la roue des couleurs, puis let's go, gère-toi avec la théorie, puis that's it, là, tu sais. Oui, vraiment. Puis tu sais, en plus, ça aussi, c'est un beau plus, contrairement à ce qu'il y avait, exemple, dans le temps, ben, là, vous avez plein de vidéos YouTube que vous pouvez utiliser, de voir, exemple, ben, la théorie des couleurs, c'est qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui peut être pertinent. Est-ce que, exemple, moi, je veux faire comme un mix rouge-vert, est-ce que ça va trop faire Noël, tu sais, dans le fond? Puis c'est tout le temps des questions d'équilibre, c'est de trouver comment on veut placer ça, mais il y a de la ressource, tu sais, puis à la limite, c'est d'échanger aussi, de voir un peu, puis d'être curieux, d'aller voir à l'extérieur, parce que des fois, on a un peu comme notre schéma de dire, OK, ben, je vois ça dans le livre, mettons, de Game Workshop. Là. Souvent, c'est un peu là, quand même, qu'on a acheté le livre de notre armée, ben, c'est là qu'on voit les peintures. Mais, tu sais, c'est pas une critique adressée, là, je veux dire, je me rappelle plus, le Heavy Metal, non? Moi, c'est ça, le Heavy Metal Gallery. Ils ont un style très particulier. Là. Moi, par exemple, j'aime pas peinturer comme eux, ils peinturent. Dans le fond, c'est une lumière globale. J'ai jamais aimé ça. Ils sont plus... C'est plus un style cartoon qu'un style réaliste.
puis on n'est pas au même endroit. Fait que, tu sais, des fois, d'avoir ce regard-là vers comme d'autres artistes, d'autres façons de faire, c'est bon, puis c'est comme rafraîchissant, puis ça va venir un peu stimuler aussi votre imaginaire sur ce que vous avez à produire, tu sais. Parce que concrètement, puis c'est ça qui va être aussi plaisant, c'est si à un moment donné, vous êtes assez à l'aise pour produire vos propres choses, créer vos schémas, puis créer vos couleurs. Il y a un moment donné où est-ce qu'on tombe là aussi. Là. Fait que ça dirais-tu que c'est pas mal une des premières étapes quand tu. En tout cas, toi, quand tu t'accordes un nouveau projet, quand tu t'enlignes vers un nouveau projet, est-ce que le schéma de peinture, c'est vraiment une des premières affaires que tu fais, ou si tu attends de peut-être aller déjà avoir monté des modèles puis tout, ou d'expérimenter déjà, tu sais, c'est où dans ton processus habituellement? Ben, normalement, comment je fonctionne, c'est que je prends une photo de la figurine, que je me dis, OK, c'est elle qui me donne un peu le goût de commencer. Je passe ça sur Photoshop, j'amène noir et blanc, puis je fais mes couleurs moi-même. Puis ça peut être très grossier, là. C'est juste de se donner une idée de comme, OK, tu sais, j'ai l'impression que je pencherais vers ça, mettons. De comme, mettons, tu te fais un wall Pinterest, là, puis là, tu sors toutes les photos, mettons, qui t'inspirent par rapport à l'armée que tu veux faire. Tu mets tout ça dans un gros melting pot, tu passes ça au blender dans ton esprit. Puis après ça, tu en sors le jus pour savoir, OK, ben moi, avec toutes les idées que j'ai vues, les inspirations, j'ai l'impression que je prendrais cette direction-là. Je sors ma figurine en noir et blanc, comme je niaise un peu sur l'ordinateur, OK, bon, ben tu sais, je trouve que ce teinte-là, c'est intéressant, ça, c'est intéressant. Puis go all in. Après ça, je fais un premier modèle test, je me dis, OK, les ajustements, ça va être ça, ça. Puis après, ben tu sais, t'es déjà beaucoup plus seté de la direction que tu vas prendre. OK. On a chacun un peu notre process thought aussi derrière ça. Là, c'est sûr que moi, j'aime ça de pouvoir prendre un peu ce qui a été fait. Puis c'est juste que ça va te donner des indices. À la limite, tu n'es même pas obligé d'utiliser les couleurs, mais comme, OK, ben, je pense à Catacross, ben, tu vas le voir comment les personnes l'ont réalisé. C'est un gros projet à tackle. Mettons, qu'est-ce qui est le focus, qu'est-ce qui est important, où est-ce que je vais mettre mon énergie. Ça te permet de comme construire un projet dans ta tête. Puis après ça, quand tu le mets à exécution, ben, tu as déjà un peu comme des pièces du puzzle qui sont présentes. Là. C'est un beau plus. Là. Surtout quand tu as des modèles avec plein de détails, comme Catacross qui peut être un bon exemple. C'est vraiment intéressant d'aller voir ce que les gens ont fait, parce que quand tu as la pièce devant toi, tout en gris, ça peut devenir difficile de juste partir de ça puis de dire, OK, c'est où que je délimite quelle couleur, qu'est-ce qui représente quoi. Tu sais, tout est gris. Là, quand tu vois qu'est-ce que les gens ont fait, ah oui, OK, ici, il y a une petite bourse juste de cacher sur le côté ici. Ah, on voit un peu le fourreau de l'épée passer derrière la cape. Tu sais, fait que ça, oui, je vais pouvoir venir le faire comme ça. Tu sais, on vient un peu plus spotter qu'est-ce qu'on devrait faire, alors que ça peut être des choses qu'on peut manquer là, quand on se base juste sur le modèle en gris devant nous. Là, tu sais. Oui, à 100%. Puis qu'il soit gris ou même des fois sous couché noir, on y parle de détails, là, définitivement. Là, fait que moi, je pense que ça peut être un bon. Je dis gris, j'ai bypassé le primer, clairement. Là. Je peinture direct sur le plastique, moi, let's go. Fait que, ouais, c'est ça. C'est sûr que ça peut être une bonne façon de voir aussi votre projet. Puis de pouvoir voir aussi, demander à exemple si vous avez des personnes que vous connaissez qui ont déjà fait aussi les projets. Des fois, ça peut être bon de faire comme, hey, tu sais, c'était quoi, mettons, je sais que tu as fait, exemple, telle armée, c'était quoi le pire? Ouais, puis de pouvoir se gager, là, ça peut être aussi un même si quelqu'un, là, l'armée, les voir en vrai, ou quand vous allez à un tournoi, quelque chose, d'aller voir les modèles, si quelqu'un a amené l'armée, ça peut être très, très cool aussi. Là, ça peut vous permettre de voir qu'est-ce que ça va donner sur la table aussi, veux pas. Là. Ouais, non, c'est ça, exact. Puis n'hésitez pas aussi, si vous voyez des armées qui sont bien peintes, normalement, les peintres, ils vont aimer ça, là, vous en parler. Ben oui. Du projet, de qu'est-ce qu'ils ont fait. Fait que, tu sais, poser des questions, n'hésitez pas. Demander à Crime, tu sais, moi, je vois que tu as fait telle affaire, je suis comme, genre, je suis vraiment pas sûr, puis qu'est-ce qui fait que tu as pris cette décision-là, qu'est-ce qui fait que tu as été là. Fait que ça peut tout le temps être de quoi d'aller un peu explorer ça avec, quand vous voyez une armée qui est comme à un haut niveau, ben vous dites, hey, Crime, tu sais, je suis curieux, tu sais, qu'est-ce qui t'a amené là, puis comment tu as pensé ton schéma, comment tu es arrivé à ça. Fort probablement, la personne est très souvent passionnée. Fait que, elle va vous en parler. Elle va avoir du fun à vous en parler, c'est certain. Absolument. C'est sûr que je parle plus. Là. Il y a PL dans le chat qui dit souvent, quand je peins mes armées, j'ai une idée générale en tête avec 2-3 couleurs, ensuite j'improvise, puis peu importe l'armée que je fais, c'est un thème sombre mât, mais au final flash. Tu sais, on le disait un peu tantôt, on a chacun nos façons de faire, notre processus, mais le processus reste quand même important, parce que le temps que vous allez sauver, quand vous avez déjà fait toute une partie de la planification avant, j'en ai déjà fait, moi, des armées, let's wing it, let's go, on va voir ce que ça donne, je mets une couleur, puis je verrai c'est quoi ma couleur d'après, puis ça se fait très bien, mais c'est sûr que c'est plus de cassage de tête sur le moment, c'est sûr et certain. Ouais, non, c'est ça, exact. Puis, tu sais, on en revient tout le temps un peu là aussi, c'est que
Le jeu veut pas imposer à avoir des gros projets. Là. Mhm. Pour vrai, c'est pas rien là, de peinturer une armée complète. Non, non, Peut-être même une ou deux. C'est on des gros devrait projets. débloquer un achievement à chaque armée, là, chaque modèle. Ah oui, Définitivement. clairement, Fait clairement. que, tu sais, c'est bon de pouvoir faire, tu sais, de juste être conscient que ça va avoir un impact sur la motivation. Parce qu'au début, on en monte 30 des figurines, puis on est comme, OK, c'est vraiment hot. Mais clairement, quand on va être rendu juste à peinturer la 12e, ça sera peut-être un peu moins hot. Fait que, tu sais, de pouvoir se donner ces trucs-là, de faire comme, OK, ben j'accroche, mettons, parce que tu Ouais. sais, je fais tel détail, mettons, ou ça, je trouve ça intéressant. Ça peut être un plus. Puis, des fois, c'est juste aussi de le partir sur exemple de quoi de très simple, de se dire, ben, regarde, la base est faite, puis la prochaine armée, ça sera encore mieux. Tu sais. Ouais. C'est pas mauvais aussi, tu sais, il faut. Oh, je pense qu'on t'a perdu, Guillaume. Je sais pas si tu m'entends. Euh, on va laisser un petit moment à Guillaume pour que son internet revienne. PL qui dit dans le chat, comme Medivkin, pas mal toutes les couleurs étaient flash, mais je les ai travaillées pour qu'ils sortent un peu plus dark. Ouais, c'est ça. T'avais quand même ton plan du départ, puis après ça, t'es allé retravailler, tu t'es réajusté finalement là, à mesure. Là. Fait que, effectivement. Est-ce que tu m'as. Ouais, t'es juste un petit peu robot encore, mais c'est en train de diminuer. Là. C'était en train de débourrer. Bon, Ouais, c'est en train de déboire. Good. Fait que, ouais, c'est un peu ça que je dirais en ce qui a trait au niveau des. Fait que n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas aussi, tu sais, si vous voyez qu'il y a du monde que vous connaissez, tu sais, qui ont l'œil aussi, des Ouais. fois pour comme les matchs de couleurs, ces choses-là, tu sais, c'est sûr que pour vous, ça va juste être un plus, là, vous allez les faire, puis dire, OK, tu sais, c'est vraiment nice, ça sort bien, c'est simple, c'est efficace. Ben, parfait, tu sais, on vient chercher tous les points là, positifs là-dedans. Fait que là, Ok. notre schéma est fait, ou en tout cas, on a une partie de planification de fait. Souvent, bon, on a monté nos modèles, que ce soit en sub-assembly ou pas. Et là, ben, la première étape, c'est souvent de primer. Et là, tu voulais nous parler un peu de quel primer choisir, quelle couleur choisir, et notre schéma de peinture va vraisemblablement avoir un impact quand même sur ce qu'on va choisir. Là. Parce que c'est quand même la première couche de couleur qu'on va aller mettre sur notre modèle. Là. Exact, exact. C'est en plein ça. Puis, un peu comme dans tous les projets de peinture, là, c'est comme un peu tout le temps le mot d'ordre. Le but, en fait, c'est de tricher le plus possible pour que ça soit le moins long possible. Et que plus vous pouvez skipper des étapes, plus vous pouvez gagner du temps, mieux c'est. Fait que c'est vraiment ça, là. Fait que c'est sûr que tu es là, puis on pense, mettons exemple, à toutes les couleurs de primer qu'on a. Tu sais, c'est sûr que oui, il y a plein de monde qui est parti sur du noir, exemple. Il y a plein de monde qui est parti sur du blanc. Il existe du gris. Vous pouvez mettre aussi des sous-couches partir sur du métal. Ça a été populaire quand même à la sortie Stormcast, évidemment. Mhm. Euh, Surtout maintenant que les contrastes aussi, tu sais, l'interaction métal-contraste est quand même assez bonne. Là, ça va quand même très bien. Puis, tu sais, vous pouvez même aussi partir straight sur une couleur. Là. Tu sais, j'ai en tête, si vous dites, hey, moi j'aimerais faire du jaune, premièrement, je vous dirais, c'est peut-être pas la meilleure solution. Mais, tu sais, vous partez votre jaune sur une base de rose. Là. Ça, c'est vraiment important. Là. Tu sais, vous allez avoir un gros gain de temps, là, tu sais, d'efficacité. Fait que c'est tous des détails comme ça tu sais, qu'il faut vraiment penser, puis voir, puis tu sais, préparer. Fait que, mettons, moi, si j'avais comme un peu à donner les conseils là-dessus, quasi 100% des projets, exemple, comme à gros niveau, là, ou comme à beaucoup de figurines, c'est de le faire sur une base foncée, en fait. Puis pourquoi? C'est que, à la fois, vous allez pouvoir profiter directement que toutes les zones d'ombre sont déjà noires, dans le fond. Parce que si vous, exemple, vous faites votre figurine sur une base blanche, et vous dites, ah ben oui, mais ça va mieux faire sortir mes peintures, c'est vrai que vous allez être plus proche de. Tu sais, comme le pot de peinture, quand vous allez mettre la peinture du pot de peinture sur votre figurine qui est blanche, vous allez avoir la couleur du pot de peinture. Mhm. Vous partez sur une base noire, ça ne sera pas 100% ça. Il faut apprendre un peu à travailler autour. C'est juste que si, exemple, vous avez votre figurine qui est sous couchée blanche en entier, puis vous avez, exemple, un juge qui apprend, ben, il va regarder par en dessous là, pour voir c'est quoi votre finish. Si vous n'avez pas mis de la peinture 100% sur tout, ben, votre figurine en dessous, elle va être blanche, dans le fond. Là. Mhm. Ça fait qu'il faut juste avoir ça à penser versus que si, mettons, le juge, il prend votre figurine, puis il regarde par en dessous, puis elle va être noire, puis c'est normal, parce que c'est en dessous, c'est le nombre, tu sais. Fait que c'est peut-être juste un peu de trouver l'entre-deux. Fait que c'est pour ça que dans le fond, puis alors, je pense qu'on en avait déjà un petit peu parlé la dernière fois, mais c'est un peu le cheat code de se dire, ben, on la part sur une base noire, vous faites votre zénithal blanc, comme ça, Mhm. dans le fond, quand vous allez apposer vos couleurs, ben,
ça va déjà être correct parce que vous allez être sur une base de blanc. Puis quand vous allez regarder en dessous, ben, votre figurine va être noire. Fait que vous avez le meilleur des deux mondes, dans le fond. Fait que ça, c'est sûr que ça, c'est vraiment pour le travail de masse, là, cependant, comme point à noter. C'est sûr que si vous dites, ah ben, j'aimerais vraiment plutôt faire une figurine, exemple, qui serait plus axée exposition ou au niveau, ou c'est un général que je vais mettre beaucoup de temps, là, mon conseil serait peut-être plus de partir soit sur une base de gris ou de blanc. Fait que de pouvoir avoir vraiment comme vous êtes plus proche de vos vraies couleurs à ce moment-là que vous allez sortir du pot. Ça va être plus facile de jouer sur la transparence aussi. Qu'est-ce qu'on va dire par là? C'est exemple la couleur. Maintenant, vous dites j'aimerais mettre du rouge sur ma figurine. Bien que le blanc qui est en dessous, vous pouvez utiliser ce blanc-là pour faire que votre rouge sera comme plus poppy, un peu, sera plus présent ou sera plus vif. Parce que c'est sûr que si vous mettez du rouge sur du noir, ben, Ouais. vous allez en mettre une couche là. Ça va être long, là, dans le fond. Il y a un peu ça qui est à penser, là, évidemment. On a Seb dans le chat qui disait utiliser The méthode de El Miniaturista. Est-ce que tu considères que c'est une méthode viable pour une armée au complet? Et là, je pense pas être familier avec The méthode. Je sais pas si tu l'as, toi, Guillaume. Ouais, ben dans le fond, de méthode, en gros, c'est de l'éclairage volumétrique. Fait que ça veut dire, exemple, c'est que vous faites votre sous-couche là. Bien basique, là, il n'y a pas de problème. Vous partez, vous faites votre sous-couche noire. Après ça, vous faites traditionnellement une sous-couche, mettons, soit en blanc cassé ou en gris très pâle. Puis après, sur les surfaces qui prennent une importance, mettons, qu'elles soient trichées ou qu'elles soient vraies, donc soit si vous voulez mettre une emphase sur un endroit, ben, vous mettez avec votre airbrush très souvent une emphase à cet endroit-là. Fait que, exemple, je prends un Space Marine classique, ben, vous le mettez comme les couleurs que je vous dis, puis après, ben, vous mettez exemple du blanc sur les deux shoulder pads, vous mettez du blanc straight up sur son visage, sur comme ce qui serait l'équivalent de ses clavicules. Là. Dans le fond, là, je comprends qu'il est en armure. Là. Ça, un peu comme sur les pattes des genoux, un peu comme sur les cuisses, dans le fond, qui sont encore en armure. Puis, vous partez votre couleur avec comme cette volumétrie qui est déjà là, dans le fond. Fait que même si vous mettez genre direct là en partant uniquement une couche uniforme, mettons, de bleu, parce que vous voulez jouer Alpha Légion, qui est la seule bonne Légion, non, 15 là, mais vous voulez jouer Alpha Légion, puis vous mettez juste du bleu, et juste avec cette couche-là, puis le blanc que vous avez mis en dessous, ben, vous êtes déjà très avancé dans votre technique. Là. Ben, pas dans votre technique, mais dans votre peinture, pardon. Vous n'avez pas besoin d'aller, exemple, mettons qu'on le prendrait sur une base classique, qu'on met genre juste du blanc, ben là, il faut mettre le bleu. Et après ça, si on veut mettre du bleu plus pâle sur les zones plus hautes, ben là, il faudrait mettre, exemple, un bleu qui est un ton plus pâle. Bien sûr, là, votre blanc est déjà fait. Vous avez juste mis, exemple, votre teinte qui a juste teinté comme tous vos jeux de blanc et de lumière. Ben là, vous avez fait une grosse économie de temps. À la question, est-ce que ça peut être fait pour une armée au complet? La réponse, c'est ça peut, mais ça dépend c'est quoi votre armée, dans le fond. C'est ça qui arrive. Parce que vous jouez, exemple, Bone Splitter, avec comme plein d'orques, avec des teintes assez uniformes, vous allez être super gagnant, ça va être super facile, ça va être un gros win. Vous faites ça avec Ossiark, pas certain, parce que vous avez quand même beaucoup, mettons, de cracks, de fissures, des choses comme ça. T'sais, c'est une armée qui se prête, je pense, beaucoup plus, exemple, au dry brush, au brossage à sec, qu'à de l'éclairage volumétrique, mettons, ou globalement. Contraste aussi. Ouais, c'est les ça, exact. tout C'est une ça. armée Ouais. qui répond bien au contraste. Fait que je pense que oui, ça peut être gagnant. Clairement, ça peut être gagnant pour des armées de Space Marine. Mais c'est qu'est-ce qu'ils ont aussi, c'est comme de larges surfaces, plates, rondes, un peu comme des Stormcast. Les Stormcast en bénéficient beaucoup de ça. Là. Fait que ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire, mais c'est sûr que je veux dire, il y a aussi la maîtrise à un moment donné. Là, ça dépend c'est quoi votre airbrush. Parce que si vous voulez commencer, exemple, à juste highlighter des shoulder pads, il faut que vous ayez un outil qui vous permet ça. Mm-hmm. Si vous avez comme juste un point 40 au niveau de l'aiguille, exemple, de votre airbrush, puis vous dites, ah ben oui, moi je vais highlighter son shoulder pad, puis finalement vous le beurrez. Vous reprimez votre miniature, c'est ça. On est dans le gentleman primer, là, 100% Fait que c'est ça. Je pense qu'il peut avoir vraiment un gain, ça peut être un beau plus. C'est juste qu'il faut vraiment savoir un peu c'est quoi aussi notre projet, puis de le prévoir. Puis on parlait aussi, exemple, de mettre un après, là, comme votre primer en métal. Je suis vraiment pas convaincu. Je pense que pour un style, comme les styles
Euh, si vous voulez de quoi de très basic, ça va faire. Genre, ça va être rapide, ça sera pas clean, ça va être efficace. Comme. Mais je suis pas certain que de partir un primer sur une base métallique, c'est pas. Ça fait très bien pour des Stormcast, mais je suis pas sûr que ça va tant que ça, mettons, s'appliquer à beaucoup d'autres armées. Là. Mhm, C'est mhm. ce qui arrive. Là. Donc on verra dans le futur si à un moment donné on a des Chaos Dwarf. Peut-être que Oh, ça pourrait faire une belle utilisation aussi, là, mais c'est que ça devient dur aussi. Souvent, ce qui arrive, c'est que quand on va mettre des primers aussi pour des peintures qui sont métalliques, on va avoir un fini qui est beaucoup plus lisse. Fait que ça va être dur de faire accrocher les peintures que vous allez mettre subséquemment. Fait que, vous mettez comme votre peinture, après ça, vous mettez un vernis mat pour qu'après ça, vous puissiez peinturer par-dessus. C'est comme, on est-tu vraiment dans le gain de temps, mettons, puis ouais. le gain d'efficacité? Je suis même pas sûr là, qu'on. C'est peut-être négligeable, rendu là. Ouais, c'est ça, exact. Surtout au prix, en fait, concrètement, là, de la canette de primer métallique, là, c'est quand même pas nécessairement donné. Là. Non, non. Fait que c'est ça, ça peut faire, mais ça serait pas nécessairement mon conseil. Puis après ça aussi, l'autre point pour partir des bases, dans le fond, straight up partir sur une couleur. Mhm. Fait que, concrètement, en fait, de plus en plus, en fait, c'est ce que je fais, là, de partir, dans le fond, sur des couleurs. Puis vous pouvez déjà aller jouer sur comme vos, je sais pas, ben, comme les chaleurs qui sont associées aux teintes que vous mettez. Exemple, les Stormcast que j'ai fait, oui, mettons, le primer de base, on pourrait dire que c'est noir. Mais dans le fond, tu peux prendre ton noir qui est comme vraiment, mettons, le Chaos Black, là, ou Abaddon Black maintenant que ça s'appelle, je pense. Le Abaddon Black, c'est vraiment un noir comme pur. Un peu comme l'exemple que je prendrais, c'est de ce pot-là, vous avez pas vous dites, OK, ça ne tire pas vers le rouge, ça ne tire pas vers le bleu. Là, Mhm. mais à ça, il n'y a rien qui vous empêche de pouvoir ajouter, exemple, du rouge ou ajouter du bleu. Fait que vous allez avoir un bleu qui. Vous allez avoir un noir qui va être soit plus froid ou soit plus chaud. Puis vous pouvez déjà, même dans votre couche de base, aller jouer avec ça. Fait que vous pouvez aller faire des effets intéressants, mais il faut toujours que ça vaille la peine. C'est ça qui est comme important. Là. Vous n'allez pas comme faire toutes ces couches-là, puis après ça, juste le shooter en blanc par-dessus. Vous venez de perdre comme tout votre travail, puis ça ne donne rien. Ouais, ouais. Fait que oui, concrètement, c'est possible de venir jouer avec des couleurs. Euh, c'est comme c'est plus. C'est sûr que c'est plus risqué, entre guillemets. C'est sûr que c'est comme un peu plus risqué. Mais il y en a qui réagissent très bien à ça. Là. On prend exemple, faire un squelette, là, comme encore une fois, soit un orciarque, des contes vampires, des choses comme ça. Ben, vous mettez votre base brune. Après ça, vous faites comme un éclairage zénital, soit en blanc ou en blanc cassé. Vous avez déjà comme 100% de vos ossements qui sont faits Mhm. live là, Mhm. dans le fond. Fait que ça peut être possible, mettons. Ok, Ça cool. peut être possible. Euh, donc là, la sous-couche, c'est quand même important pour ça. Puis ensuite de ça, ben là, est-ce que est-ce que généralement tu dirais l'idéal ce serait de commencer avec les plus gros morceaux? Tu sais, c'est quoi qu'il y a le plus sur la figurine? Il y a plus de peau, ben c'est-tu avec ça qu'on irait commencer d'abord ou OK. Ben, souvent, en fait, c'est comme le truc, ou comme qu'est-ce que moi je me dis tout le temps un peu pour la peinture, c'est qu'il faut mettre la figurine comme si elle s'habillait, mettons. Mhm. Fait que, dans le fond, en premier, ça fait bizarre à dire, en premier, elle va mettre sa peau. Ouais. Fait que souvent, on va Je peinturer sais la peau. pas quel genre de figurine t'achètes là, Guillaume, mais en Non, tout mais cas. je joue à Siak, Ah, ok. Fait que, non, c'est ça. Dans le fond, on va souvent commencer avec la peau, après ça, avec exemple, vêtements, armure, ornements, puis après ça, tout ce qui est comme plus qu'on s'éloigne de la figurine, mettons. Euh, fait que, souvent, c'est qu'est-ce qui va être aussi, si on suit cet ordre-là, ben, c'est ce qui va être comme le plus creux, entre guillemets. Mhm. Parce que, vous allez comme un peu builder un peu à partir de ces couches-là. Puis, on va le penser, exemple, si. Moi, ça me fait tout le temps un peu rire, là, quand, exemple, tu fais du sylvanette ou quoi que ce soit, tu vois la figurine en dessous, là, dans les craques de son casque, tu vois qu'il y a de la peau. À toute fois, je me dis, ouais, non, mais clairement, je ne ferai pas cette peau-là. Mais bon, mettons que quelqu'un voudrait la faire, ou tu sais, comme il y en a que c'est peut-être plus apparent, là, exemple, les lunettes, les archers, tu peux voir clairement qu'il y a comme de la peau en dessous de leur casque, par exemple. Fait que ça va être plus facile de commencer avec ce détail-là, puis après ça, de monter plus global, puis d'y aller comme un peu plus
global à chaque fois. Puis c'est ça. Aussi de penser parce que si, exemple, vous voulez mettre du contraste sur des larges pans de vêtements, ben, il faut penser à comme quand vous allez l'appliquer, il ne faut pas que ça déborde, exemple, sur votre peau. Vous ne voulez pas mettre du contraste à grandeur non plus. Là. C'est juste un peu de gager un peu, dépendamment comment votre figurine est construite. Des fois, de se dire, OK, ben, ça se peut que, oui, normalement, la règle, c'est comme peau, vêtements, armure, accessoires, mettons. Mais là, ça se peut qu'au niveau de la peau, j'en ai tellement pas beaucoup que je me dis, OK, ben, finalement, je vais tout la faire en deuxième. Je vais faire tout le métal du casque. Je vais mettre un peu de contraste vert, puis ça paraîtra même pas que j'ai comme barbouillé avec mon métallique. Puis l'affaire est ketchup, puis on s'est pas cassé la tête. Là. Souvent, à un moment donné, il faut les faire, les choix aussi en gain d'efficacité. Concrètement, là, le nombre de figurines, mettons que justement, tu vois leurs petits yeux entre les fentes du casque, tu fais comme ben, je vais mettre un beau wash foncé. Puis le concept, c'est juste qu'il y a l'ombre, fait que tu vois pas le visage dans le fond. Puis c'est merci, bonsoir, puis ça passe comme dans du beurre, parce que à un moment donné, c'est pas de passer puis d'inventer. Je veux dire, c'est correct s'il y en a qui apprécient ça. Mais le but, c'est pas de passer puis de créer une histoire à chaque figurine qu'on peinture, mettons, parce que tu veux un rendu, tu veux comme un projet global qui avance, fait que tu trouves un peu la balance là-dedans, là, I guess, à quelque part. Puis, à savoir, sur une armée aussi, puis ça, c'est tout le temps le réflexe un peu qu'on a au début de se dire, par quoi je commence à peinturer mon armée? Je garde les héros pour la fin parce que je vais être rendu meilleur, je vais les faire en dernier parce que je vais être plus habitué. Ouais, non, dans le fond. C'est pas ça la règle. La règle, c'est on prend soin de notre motivation, fait qu'on fait qu'est-ce qu'on se dit qu'on trouve hot, genre. C'est ça qui est important. Puis, de pouvoir alterner aussi, de se dire, ben, crime, je fais, mettons, mes 20 troopers, puis après ça, crime, je me clenche tel héros sur cheval que je trouve vraiment hot, que c'est vraiment nice, que ça fait longtemps que j'ai le goût. C'est très compense. C'est ça, exact. De pouvoir aller jouer un peu, dans le fond, sur les différents aspects, parce que c'est sûr que se dire, OK, je fais mes 100 troopers, puis après ça, je fais mes héros. Ce qui va se passer, c'est que les héros, on risque de probablement pas les faire, concrètement, mettons. Fait que c'est un peu de trouver l'équilibre là-dedans, puis de pas nécessairement s'écœurer à faire soit l'un ou soit l'autre, parce que des fois, si vous avez tout le temps la pression de faire le héros next level, là vous dites, OK, je fais 4 héros de suite, ben, à un moment donné, ça se peut que vous disiez, OK, ben là, j'ai juste le goût de faire comme des aplats ultra basiques, comme pas me casser la tête, puis mettre mon contraste, puis faire comme, oh non, j'ai dépassé next, là, c'est juste ça, là, des fois, c'est un peu de trouver les comme, pas de mesure, un peu, je dirais, quelque part, là. Clairement. Ouais. C'est un peu ça vite comme ça que je dirais. Puis je vois aussi qu'il y a Borbil là, qui parle des airbrush à 99$ au Canadian Tire. Ça fait un job, ça? C'est pratique? Ben, encore une fois, je veux dire, tu sais, au même titre que si je veux allumer un feu, de l'essence, ça peut être un outil. Faut savoir un peu à quel outil on a affaire aussi. C'est chacun sa place, dans le sens où vous n'allez pas faire, j'imagine, du travail de détail avec un airbrush à 99$. Mais primer vos modèles, c'est probablement très, très approprié pour ça. Là, exact. Puis même exemple, on peut faire un priming de base avec une canette pour faire le noir. Et on vient, exemple, après ça, appliquer notre zénithal avec leur airbrush à 99$, puis bingo, là, c'est super gagnant, ça fonctionne bien. Là. Oh, that's it. Avec un siphon en plus, la mécanique de feu, un moteur 2 temps, tu mets de l'essence, tu pédales, puis... Le gros setup. Le gros char, là. Ouais. Ben, c'est sûr que... C'est sûr que l'airbrush, c'est comme un bon outil. Là. On n'a pas nécessairement parlé tant que ça jusqu'à maintenant. Comme des outils, là, ça pourrait être un épisode à un moment donné qu'on jase d'airbrush. Tout ça, c'est une question qui revient quand même assez souvent parce que c'est un outil qui peut quand même accélérer de beaucoup certaines étapes de votre peinture. Là. Mais c'est tout un monde aussi, là, l'airbrush. Il y en a, comme on a vu, en bas de 100$. Puis il y en a que vous pouvez, dans le très haut de gamme, là, des centaines et des centaines de dollars. Là. Ouais. Ah, c'est ça, exact. Puis, c'est un peu comme, au même titre, tu sais, que d'utiliser tel type de crayon, tel type de crayon. C'est vraiment une question de savoir, tu sais, puis d'être à l'aise de plus en plus avec l'outil que vous utilisez, tu sais. Au même titre que tu peux acheter un pinceau à 25$, puis tu l'exploses en 2 fois, là, tu sais. Fait
Ouais. Puis je souhaite pas Ouais. que vous Non, non. exposiez votre airbrush, ça serait triste, mais tu sais, des fois on achète quelque chose qui est très dispendieux, puis finalement on se rend compte que c'est pas tant un outil qu'on avait besoin, mais c'est juste parce qu'on l'utilise pas vraiment bien. Tu sais. Fait que, Ouais. euh, ça peut être de quoi, puis clairement, là, c'est sûr que c'est un outil comme très utile, très pertinent, mais il y a la partie de vraiment comme savoir l'utiliser, puis se laisser le temps aussi. Là. Que c'est pas parce que vous avez acheté un airbrush que comme ça vient avec votre comme la formation que vous injectez, puis fait comme on n'est pas dans la Ouais. matrice, malheureusement. C'est tellement facile. Ben, laissez-nous savoir dans le chat si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser comme sujet de discussion sur une soirée AB. Je vois déjà qu'il y a Barbier qui a dit qu'il serait curieux d'avoir nos impressions versus ceux à main qu'on voit sur Amazon, là, versus un compresseur avec un réservoir, tout ça. Fait que si c'est un sujet qui pourrait vous intéresser, guys, laissez-le nous savoir et on va mettre ça dans notre chapeau à idées. Et comment cleaner le fusil pour les nouveaux. Ben c'est ça, tu sais, ça pourrait être il y a tellement de sujets à propos du airbrush, là, l'entretien, Ouais, quel modèle, tu sais, comment la bonne utilisation, tout ça. Fait que je pense ouais, que ouais, ouais. ça pourrait être intéressant aussi de parler de ça, effectivement. Définitivement. Ben oui, puis tu sais, n'hésitez pas aussi, tu sais, comme à soit préparer les questions, les envoyer directement, puis ça Ouais, sera des choses qui pourront être couvertes là, straight up dans la conversation, puis les choses, c'est fait que définitivement, tu sais, puis aussi de voir un peu qu'est-ce qu'on peut s'attendre aussi dans un proche, hein, tu sais, d'avoir les attentes aussi qui sont réalistes, là, tu sais, absolument. de se dire, ah, crème-moi à partir de maintenant, les visages, ça va tellement être facile. Ouais, tu sais, non, dans le fond, là, c'est pas vraiment comme ça que ça marche, là. C'est pas parce qu'on a un brush que comme, finalement, il y a plein de choses qui sont merveilleuses, puis ça va vraiment bien fonctionner, là, tu sais, Non, c'est ça, ça reste un outil, mais c'est comment qu'on l'utilise, comment on le manipule aussi qui a de l'importance, veut pas, là, tu sais. exact, ouais, ouais, On, exact. on a beau avoir la meilleure drill au monde, si je suis pas capable de tenir ma drill droite puis de visser, ça me servira à rien, là, tu sais. Exact, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est ce qui posait, pardon, composait un peu les éléments. C'est sûr que en mettant de plus en plus de chroniques comme ça qu'on fait à gauche, à droite, entre comme prévoir son schéma de peinture, prévoir son projet d'armée, les bases, après ça, comment genre choisir ses primers, comment construire ses projets. J'imagine que de manière potentiellement un peu décousue, mais on s'approche de plus en plus à comment arriver avec une armée Mhm. finale, entre guillemets. Ben oui, Ça se rapproche. absolument. On pourra rentrer dans d'autres détails éventuellement aussi. Fait que très cool pour ça. Ça donne une bonne idée quand même aussi pour des gens qui peut-être veulent se lancer aussi. Parce que le hobby, ce hobby particulièrement, est tellement large. Il y a plein de Ouais. gens qui ne peinturent pas du tout, mais qui jouent ou qui collectionnent les modèles. Tu sais. Fait qu'il peut bien y avoir encore des gens qui sont comme, ben oui, je veux me lancer là-dedans, mais je sais pas par où commencer. C'est probablement le plus gros Ouais. défi au départ. Là. Je fais quoi, là? Tu sais, il y a tellement de Mhm. surtout à ce temps, il y a tellement de produits sur le marché, il y a tellement de ci, tellement de ça. Euh, Ouais, puis il y a beaucoup de pushing aussi, de dire, ah, ce produit-là c'est le meilleur, ce produit-là c'est le meilleur. Tu sais, quand au mhm. final, c'est pas vraiment ça, là. Tu sais, je veux dire, tu sais, il y en a qui font de la peinture avec l'enamel ultra basique, puis ils Ouais, sont contents, puis ça fait, puis c'est bien correct, tu c'est sais. ça. Puis Mhm. tout autant qu'il y en a qui font du gros gatekeeping, puis comme, ben moi je peinture uniquement avec ça, ben tu sais, good for you, mon chum, là, je veux dire. C'est nice, puis tant mieux si tu as du plaisir, mais tu sais, ça n'empêche pas quelqu'un de fonctionner Exact. avec ses pots de 1990 pareil, tu sais. Exact, c'est ça. Ah, puis c'est ça, tu sais, je vois Redo, tu sais, qui dit que ça fait 5 ans qu'il a un brush, puis dans le fond, il s'en est servi 2 fois parce que ça l'écœure, tu sais, de tout préparer, puis le clean-up, puis tout ça. Puis pourtant, maintenant, tu sais, je veux dire, après avoir beaucoup testé, parce que genre, 100 000 à l'heure, là, je comprends vraiment qu'est-ce que tu veux dire, puis j'avais eu cette période où j'étais comme, ok, là, au pire, genre, faut vraiment que quand j'en ai besoin, je le sorte pour faire une grosse batch, parce que c'est tellement long à préparer, puis à nettoyer, que je suis comme, Mhm. je gagne pas au change, là. Mais tu sais, c'est au travers de comme découverte de produits que je fais comme maintenant, moi, un brush, mettons, je prépare ma peinture, ça prend 2 secondes, je sais comment faire, j'ai les outils pour, je fais, mettons, ce que j'ai à faire, le projet, je le nettoie, puis je le nettoie, ça prend 2 minutes, puis il est prêt pour la prochaine fois, là. C'est sûr que, tu sais, effectivement, c'est des trucs qu'on développe au fur et à mesure du temps, puis ça, ben, c'est des plus, là, tu sais, c'est comme les pinceaux, comment tu fais pour les conserver longtemps, tu sais, normalement, mettons, un set de pinceaux, je fais une arme avec. Mhm. D'habitude, là. C'est à peu près comme. Après ça, il commence à comme, ouvrir au complet comme genre un tournesol. Là, fait que ça marche plus. Mais tu sais, t'as un peu des façons comme, de travailler qui t'amènent à pouvoir utiliser ton équipement, mettons, à 100%. Parce que tu sais, concrètement, c'est un peu ça. Là, le but aussi derrière. Là. Ouais.
Fait que, puis, tu sais, ça peut être un plus aussi, parce qu'après ça, vous pouvez commencer à mixer vos techniques. Là. C'est ça qui est vraiment le plus de tout ça. Tu sais, c'est comme vous dites, OK, ben maintenant, mes contrastes, j'utilise non seulement au pinceau, mais je vais comme les diluer avec de l'eau. Je vais après ça les utiliser avec mon airbrush. Je vais faire mes mix, mettons, straight up pour partir, tu sais, pour faire. Juste après mon primer, je commence direct au contraste avec un airbrush. Fait que, tu sais, vous avez comme vraiment beaucoup de techniques à un moment donné qui peuvent arriver. Puis faire comme du wet blend straight up avec vos contrastes aussi. C'est quand comme on commence à monter puis à mixer les techniques puis à trouver où est-ce que vous êtes à l'aise, c'est ça qui est vraiment le fun aussi. Là. Bon, ben, qui dit, ah oui, un set pour une armée, il me semble que j'essaie de les photographier plus longtemps que ça et ça commence à m'aller à un certain moment d'ailleurs. C'est sûr que ça dépend de l'utilisation que vous en faites, là, parce que, je veux dire, plus vous clinez bien vos pinceaux après chaque utilisation, plus longtemps ils vont toffer aussi. Là. Mais je pense que ça a de l'allure. Une armée, un set. Ça dépend encore une fois qu'est-ce que vous faites. Là, mettons, si vous avez comme 8 figurines versus vous en avez genre 150 ce qui est là, mettons. Mais c'est sûr que vous avez peut-être plus tendance à le passer vite, mais normalement, c'est à peu près mon barème. T'sais. Une armée, mettons, concrètement, je me dis en frais de timeline, mettons, c'est à peu près 6 mois pour faire une armée de 2000 points, mettons, dans ces eaux-là. Ouais. Mais votre pinceau, il aura fort probablement arrivé au bout de sa vie utile, concrètement. Ouais. Puis, moi, je parle pas nécessairement, les pinceaux que je prends, c'est quand même assez basique, là, pour être franc. Tant que la pointe, elle se maintient, j'ai comme mon savon à pinceau, je fais l'entretien, mettons, une fois sur 4 utilisations, puis ça roule, là, normalement, les pinceaux, mettons, j'ai un 0, un 1, un 2, mettons, là, comme les grosseurs, là, si on veut, là, pour les poils. Puis je fais comme quasi 100% de mon armée avec ça. Mais c'est sûr que, il faut juste prendre en considération que j'utilise aussi un broche. Il y a peut-être des fois certaines parties que les gens font au pinceau qui sont vraiment dommageables. Si vous faites votre primer au pinceau, ben là, montez ça, là, vos pinceaux vont se détruire. Là, parce que déjà, mettre du noir autant que ça, puis si vous le faites monter jusqu'à la virole, ben là, votre pinceau va exploser en 3 fois. Là, fait que c'est sûr que c'est comme moins évident. Puis vous avez tout le temps aussi de penser à garder comme un pinceau qui est complètement de la dompe, qui va juste servir à faire vos mix, mettons. Ne pas utiliser vos beaux pinceaux pour faire comme vos mix. Fait que il y a peut-être un peu ça qui est à prévoir aussi. Là, mais... Fait que c'est sûr que c'est un peu daunting, peut-être, au début, de dire, OK, ben, je me lance dans un projet, puis je suis comme, OK, ben, on verra sur le tas, puis c'est pas nécessairement tout évident, mais ça se fait. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Cool. Ben, merci beaucoup, Guillaume, pour toutes ces petites chroniques, surtout pour je dirais, on était très dans le début de projet ce soir. C'était quand même intéressant pour ça. Mais bien starter, ça peut faire, tu l'as dit tantôt, là, ça peut être toute la différence entre mener un projet à terme ou s'écœurer rendu en plein milieu. Là, ça... Ouais, non, c'est ça, exact. Puis, je trouve ça tout en plate d'avoir une armée qui est comme peinte à moitié puis qui est à vendre. Je suis comme, ah shit, t'as quand même fait, là, mettons la moitié, c'est pas rien, là, tu les as montés, tu les as peints, t'as commencé ça. Fait que, puis des fois, c'est juste une question de, comme, je pense, des fois, il y a Simon qui m'écrit, il dit, ah, écoute, je suis rendu à telle place, genre, je suis un peu en manque d'inspiration, qu'est-ce que je fais, ça serait quoi ton input, mettons. Je suis comme, hey, tu pensais à ça, peut-être juste ce petit point-là, puis c'est comme, ok, cool, ça. Des fois, c'est juste une question, peut-être qu'on t'accroche à quelque part, puis juste un regard extérieur, fait comme, ok, cool, non, c'est bon, ça va, puis c'est correct, fait que. Puis ultimement, c'est sûr que ça va, ça vient, là. C'est un peu comme. Vous êtes en train de créer, fait qu'à quelque part, c'est normal que ça soit pas 100% continu. Ouais. Exact. Cool, ben merci beaucoup, Guillaume. J'espère que ça vous a plu aussi. On va vous revenir avec d'autres chroniques de soirée AB, puis on garde en tête pour le airbrush, l'épisode airbrush. Là. Très nice. C'est une bonne idée. Avant qu'on se quitte, c'est quand même un épisode assez court ce soir, mais avant qu'on se quitte, on pourrait quand même aller jeter un coup d'œil sur les leaks qu'il y a eu pour le premier livre de Harbingers. On a vu ça aujourd'hui, c'était... Est-ce que c'était Rob qui avait posté ça? Faut juste que je... Honest Wargamer. Ouais, tu vu ça, moi? Ou j'ai... Je sais pas si je suis sur son Twitter... Ou sinon, je dois les avoir ici dans la discussion, j'imagine. Mais c'est ça, on a eu les leaks déjà du Harbinger. On n'a pas eu rien de tangible sur
sur le GHB en tant que tel. Le truc qui nous intéresse tous. Le truc qui nous intéresse. Mais au niveau des Harbingers... Ah, je pense que je l'ai ici. Ok, c'est bon, je l'ai. Je vais me mettre ça à l'écran. Give me more cities, ouais, ça serait nice. Ok, donc, on a eu nos pages, donc on se rappelle, c'est les regiments, dans le fond, les règles des Regiments of Renown qu'on va avoir là-dedans. On commence ici avec celle des Fire Slayers, donc on a le nouveau héros, qui est le Grimhold Exile. Donc là, on a les points et tout qu'on peut aller voir. Là. Lui, il est 140, si je me trompe pas. Un petit héros à pied, Fire Slayers, exactement ce que l'armée avait besoin. Moi, je suis un gars nu avec des haches à pied. Il y a des marteaux. Attention, Guillaume, il y a des marteaux. Là. Ah, ouais. Là, j'ai été défait. Il est reconnaissable maintenant. Là, fait que... je suis sûr. Je suis sûr que sur une table, là, je vais pas le prendre pour n'importe qui. Non, je suis sûr. Fait que 140 points, on a un petit héros à 6 wounds, 4 plus save, bon 5 attaques, 3 plus, 3 plus, moins 2, 2, il est correct en combat. Last of the Lodge Fire. Once per battle, when you pick this unit to fight, instead of piling in and attacking with it, you can say it will unleash the Last of the Lodge Fire. If you do so, pick one enemy unit within 1 pouce of this unit and roll a number of dice equal to the wounds characteristic of that enemy unit. For each 4-up, that enemy unit suffers a mortal wound. Fait que ça va être bon contre des monstres, I guess. Là. Quand tu commences à pogner le 14 wounds, 16 wounds, tu peux faire quand même plusieurs mortels. Mais à part ça... Quand tu compares à son 5-3-3, c'est combien de reach? Est-ce que c'est 3 pouces? Il y a juste un pouce. Il y a juste un pouce de reach. Ok, 1 pouce. Oh, ouais. Fait il est correct. Il y a une habilité contre les monstres. Après ça, on a une fois par bataille dans votre hero phase, il peut faire son Battle Cry. À ce moment-là, toutes les Fire Slayers units qui n'ont pas de monture et qui sont wholly within 6 de la unit sont inspired jusqu'à la fin du tour. Ça veut dire qu'ils vont run and charge. Ce qui est pas mauvais. Donner run and charge, c'est juste que la bubble de 6 pouces est quand même très petite. Puis c'est un petit héros là, avec une petite base. Là, je sais pas s'il faut y lire quelque chose qui parle de comme héros sans monture. Pas de Fire Slayer sans monture. Parce que techniquement, il y en a 3 comme avec des montures. Ouais, il y en a juste 3, effectivement. Faut-il voir qu'une cavalerie s'en viendrait? Ça serait quand même cool. Des bébés Magmadrot, on veut ça depuis belle lurette. Ça serait quand même nice. Puis Living Legacy, lorsqu'il est en 3 pouces d'une autre friendly unit qui a 3 modèles ou plus, il y a un ward de 4+. Donc en plus d'avoir le lookout sur, mettons, il va avoir un ward de 4+. Fait que peut quand même être assez tanky à ce niveau-là. Fait que pour 140 points, il est correct. Pas mauvais. C'est une autre façon d'avoir run and charge. Sinon, dans l'armée, je pense que c'est juste avec la prière qu'on peut avoir accès à run and charge. Lui, il peut le donner automatiquement une fois par game, mais c'est la bubble de 6 là, que je pense va être un petit peu plus tough. Ça casse les règles. Il va le donner à une unit, là, puis il va être collé sur cette unit-là. Ouais. Puis, le regiment, on se rappelle, les Regiments of Renown, c'est comme un bloc de units que vous achetez tout ensemble pour un gros prix quand même, là, vite de même. Celui-là, il est 540. Ouais, 540 points. C'est quand même pas donné. Juste si vous prenez tout le Regiment, et l'armée Fire Slayers ne peut pas avoir le Regiments of Renown Fire Slayers. C'est vraiment juste pour toutes les autres armées qui sont, mettons, Order, vont toutes avoir accès à ce Regiment-là. Fait que là, pour 540 points, vous avez le Grimhold Exile, vous avez 5 Auric Earthguard, vous avez 5 Earthguard Berserkers et vous avez 10 Volkite Berserkers. Et ce que ça vous donne, c'est que les monstres en dedans de 3 pouces de any units de ce regiments-là ne peuvent pas contester les objectifs. Quand même. Pauvre gardien. Ouais, pauvre gardien, effectivement. Et les units dans ce Regiment of Renown-là ne peuvent pas être choisis pour les effets d'un Monstrous Rampage. Ça tombe bien parce que les gardiens avaient comme vraiment besoin de trucs comme ça. Ouais. Encore plus de raisons de les laisser dans l'armoire. C'est vraiment dommage. Je sais pas si ça va vraiment valoir la peine. Encore là, ça va comme être genre, est-ce qu'il y a beaucoup de monstres dans la méta? 500 points pour ça, c'est quand même cher. Vous avez beaucoup de modèles, mais c'est parce que vos modèles font pas grand-chose d'autre après ça, parce qu'il faut se rappeler qu'on n'est pas en allégeance Fire Slayers.
Fait Ouais, que c'est ça. vous n'avez pas accès aux runes, tout ça qui viennent buffer quand même pas mal les Fire Slayers. Je sais pas. Je suis pas convaincu. Pas convaincu de ça. Ouais. Ouais. Fait que Fire Slayers. Ah non, je serais pas obligé d'acheter un autre maintenu Non, t'auras pas besoin. XP marteau. T'auras pas besoin. Cool. Ouais. C'est bon, check. Next up, on a Nurgle avec l'incroyable Harbinger of Decay. Oui, bon, oui, c'était prenant par Fire Service pour être cool, mais pourquoi quelqu'un prendrait 500 points de main dans une autre armée? Ouais, c'est ça. Peut-être KO, mais encore là, ils ont d'autres modèles qui peuvent probablement faire mieux la job, qui vont bénéficier davantage de leur règle. Le Harbinger, qui est selon moi le modèle le plus cool qu'on voit release ici des 4, en tout cas à ma préférence à moi. Ses règles sont so-so. Bon, c'est 7 wounds sur un 3+ save, ce qui est quand même nice. Fait un peu de dégâts, mais là vous allez devoir choisir entre la Plague Sight qui est là pour faire du dégât ou la Bell. Puis la Doom Bell a une habilité, c'est quoi? C'est s'il y a sa Doom Bell une fois par bataille dans votre Hero Phase, vous pouvez la trigger, puis dans le fond, toutes les enemy units en dedans de 14 pouces vont être filled with despair. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que jusqu'à votre prochaine Hero Phase, ils vont avoir -1 à leur move, -1 à leur run et -1 à leur charge. C'est les 3? C'est les 3. Ok. C'est les 3. C'est pas un choix, mais c'est pas un gros debuff pour une fois par game. Puis c'est jusqu'à votre prochaine Hero Phase. Je dis pas si ça aurait été genre jusqu'à la fin de la bataille, mettons. Tranquille. Là. Tranquille. Jusqu'au prochain combat, mettons. Genre, prochaine game, mettons. Parce que pour faire ça, vous droppez comme 2 attaques à 3+, 3+, -2, 3. Ouais. Je veux dire, ça reste 2 attaques, mais c'est des chances de plus de mettre des disease, il fait un petit peu plus de dégâts. Je suis pas sûr que la belle vaut autant l'appel. Donc, puis à part ça, ben, on a Shatter Blight, donc au début de la Combat Phase ou de la Battle Shock Phase, on peut choisir un enemy unit en dedans 3 pouces de la unit et rouler un dé sur un 3+. La unit ne peut pas issue ou recevoir de command dans la phase, ce qui est quand même très solide. Surtout aussi au Battle Shock, ça peut quand même être intéressant d'aller canceller un Inspiring Presence. Ouais. Et finalement, ben, c'est un priest. C'est probablement la partie la plus intéressante du War Scrolls. C'est un priest. Donc là, on a accès à une prière sur War Scroll, Omens of Decay, se casse sur un 3, un range de 14. On choisit une unit et on enlève le current battle round à sa bravery characteristic jusqu'à votre prochain Hero Phase. Donc, on a comme ça peut être bien, un petit bravery bomb, surtout si vous vous pointez après et vous dites haha, tu peux pas prendre de command dans la Battle Shock Phase. Ouais, au fight là. Ouais. Mais probablement que vous allez. Ce dude-là va probablement être là pour caster Curse. J'imagine que ça va être. Puis encore là, c'est drôle parce que oui, Curse c'est intéressant, mais quand vous faites Curse, vous allez pas pouvoir donner de disease points sur vos 6 to 8. Là. Vous avez un choix à faire. Fait que oui, vous faites des mortels directs, mais vous payez un prix, vous sacrifiez quelque chose quand même pour aller faire ça. Tu sais, Curse, c'est quand même à 9 pouces, c'est quand même du 4+, tu sais, c'est... Ouais. Je sais pas à quel point ça va être pratique. Il est 190 points. Ok. Il est quand même cher. Honnêtement, il peut quand même être intéressant comme un genre de général, parce que le général Nurgle, habituellement, je dirais, c'est le Lord of Affliction, qui est 40 points plus cher. Et qu'est-ce que vous avez de différence de 40 points plus cher? Il fly. Il y a un wound de plus. Et il va avoir genre des impacts de charge. Mais tu sais, en termes de damage, ils vont faire à peu près le même damage, mettons. Fait que, rendu là, vous pourriez très bien dire ça devient mon général. J'y mets Overpowering Stand, j'y mets le Ward à 4+, j'y mets toutes les patentes que je mettrais sur mon Lord of Affliction. Mais après ça, votre choix, c'est est-ce que 40 points vaut aller chercher Fly puis le Wound de plus, tu sais. Fait que peut-être. T'es pas barré à prendre la common trait qui fait que l'autre peut pas prendre des CP parce que là, tu l'as built-in sur un 3+, mettons. Là. Fait que... Ouais, ben, je pense que je le prendrais pareil. C'est comme... Ouais. C'est tellement bon. C'est juste tellement bon. Puis si la unit est grosse, c'est quand même within 7 pouces ou wholly within 7 pouces. Des fois, ça peut peut-être aider contre ça. Mais effectivement, je pense qu'on va le voir, d'après moi. Mais il est peut-être un tantinet trop cher là, à ce niveau-là.
Puis, au niveau du regiment, les points sont à 500... Je vais 590 pour le regiment. Et là, on parle du Harbinger. On parle de 5 Blight Kings et de 2 Blight Lords. Ils gagnent leur 5 plus Ward parce qu'on se rappelle, c'est pas en Nurgle qu'on prend le régiment. Donc, ils vont avoir leur 5 plus Ward. Ils vont healer un wound à chaque début, comme s'ils étaient en Nurgle, à chaque début de Hero. C'est quand même bien. C'est quand même nice. Et ils vont avoir moins un to hit pour les Missile Weapons qui targetent les units dans ce regiment-là. Ce qui est quand même une bonne habilité. Ouais. Je sais pas à quel point on veut ces modèles-là, par contre, dans une autre armée. Je sais pas. Je sais pas. En Chaos, maintenant. Ouais, juste en Chaos. Les Regiments, moi, je trouve ça un peu particulier comme concept, mais bon. La boîte en tant que telle est cool, là. Je veux dire, il y a des économies à faire avec ça. Mais en termes d'utilité, je suis tout le temps un peu... tout le temps un peu sauce. Ouais, pis tu sais, c'est que c'est quand même un drôle de mix, parce que t'as quand même, mettons, juste 2 mouches. Oui, c'est rapide, mais juste 2. Ouais. Tu sais, t'as 5 Blight King, c'est bien, mais tu sais, c'est pas nécessairement au plus rapide. Au moins, ils ont un 5 plus ward, là, fait que ça, c'est quand même... Ouais. Ben ouais, tu l'as dit, Écoute, 590 points, si on enlève genre le prix du Harbinger, ça fait 400 points. Ouais. Ça fait 400 points, puis habituellement, ben, vous paieriez 500 points pour les 2 autres units. Là. Fait qu'est-ce que ça laisse présager que les units vont peut-être coûter moins cher un petit peu. Ça serait... Bon, les Postguards, ils ont monté. Là. On se rappelle, ils étaient quand même vraiment pas chers dans le temps, puis ça a dû monter pour une bonne raison. Mais les Blight Kings pourraient très bien descendre en points. Ouais. Donc, moi, j'ai espoir. J'ai espoir pour les Blight Kings. Je vais probablement me pogner la box anyway, parce que le Harbinger me parle vraiment beaucoup, le modèle. Là. Le modèle est sa coche. Vraiment. Ben oui, non, c'est clair. Flesh Eater Courts, donc ils ont le Marrow Scroll Herald, ses attaques sont telles que telles. Il est là pour donner, à la fin de la charge phase, vous pouvez choisir un enemy unit en dedans de 3 pouces et dire que vous allez lui offrir un Infected Bone. Donc là, on tombe dans le territoire de Slaanesh. Quand on commence à offrir du stock à l'autre. Infected Boner, t'as dit, c'est ça? Je me répète pas là-dessus. Donc là, l'adversaire doit choisir s'il accepte ou s'il refuse le Boner. S'il le refuse, eh bien, il va avoir un Strike First qui va s'appliquer sur cette unit-là pour toutes les Friendly Flesh Eater Course units en dedans de 3 pouces. Jusqu'à la fin de la combat phase, qui est quand même nice. S'il l'accepte, la unit devient infectée. Et pour le reste de la bataille, vous roulez 2d6 avant que la unit échoue ou reçoit une commande, essaye de caster un spell ou de chanter une prière. Et à ce moment-là, si vous battez la Bravery caractéristique, ben, ça peut pas être réussi. Donc, quand même un choix intéressant à bien y penser, là. Parce que pas recevoir de commande tout ça soudainement sur une petite unit peut-être là, qui n'a pas beaucoup de bravoure pour le reste de la game, ça commence à être tannant un petit peu. Ah, puis même si tu as 8 de Bravery par exemple, tu sais, t'as quand même des chances de 30% de chances de le manquer à chaque fois. C'est pas anodin. Exact. Puis il n'est pas visible au modèle ennemi lorsqu'il est en 6 pouces de 5 ou plus Flesh Eater Court Models. Donc il peut être quand même assez bien caché. Fait que je le trouve intéressant honnêtement pour... c'est-tu 90 points lui? C'est... Non, 115, pardon. Mais genre je le vois bien comme un summon. Parce que c'est un courtier là, qu'on peut ramener. Là. Il pourrait être intéressant sur le side, quelque chose comme ça. Mais bon, ça donne un autre courtier pour les Flesh Eater Courts. Et ben le Regiment en tant que tel, ça donne Run and Charge aux units. Les units, dans le fond, c'est le Herald. On a 20 ghouls, 3 horreurs et 3 flayers. Ça donne Run and Charge à tout le monde, puis ils ont leur reward de 6+, comme s'ils étaient en Flesh Eater Courts, dans le fond. Ok. Et ça, c'est pour un total de 460 points. C'est la moins chère. Quand même. En tout cas, jusqu'à maintenant, ça me semble être au premier coup d'œil la plus intéressante. Moi aussi, honnêtement, je trouve que peut-être valoir la peine. Run and Charge peut être intéressant.
Puis soudainement, vos units vont peut-être avoir un strike first. Le Herald est quand même intéressant. Ses habiletés... Je pense qu'il y a les habiletés les plus intéressantes des héros qu'on a vus jusqu'à maintenant. Fait que... À date, là, ouais. Voilà. Ouais, effectivement, je pense que oui. Ben, tu sais, ne serait-ce que de pas pouvoir se faire tirer dessus, là. Ça, c'est comme... C'est un petit reminiscent de la dernière saison, maintenant. Oui, parce qu'on sait, ça s'en va, ça, là bientôt. Là. Just shoot the heroes, là, ça s'en revient, là, ce meme-là. Fait que préparez vos guns. Et finalement, on a le Regiments de Gitz. Et je dois dire que le Regiments de Gitz, la boîte, là, quand même malade, là, c'est tous des nouveaux modèles dans cette boîte-là. De Games Workshop, là, sortis dans les dernières années. Là. Fait que, quand même value. Big brain move. Là. Ouais, vraiment. Donc là, on a un petit grotte à pied, le Rabble Rouser. Lui, il est là, en fait, pour... bon, bien qu'il dit seule façon ever d'avoir le Goba Palooza. Effectivement, avec le Goba Palooza qui est tout le temps... Ouais, qui est tout le temps sold out partout. Okay. La boîte est value, c'est tout du stock que tu veux. Là. Fait que quand même très cool. Once per battle, dans ta shooting phase, vous pouvez dire qu'elle va déployer les Bat Squigs. Donc, si vous faites ça, vous choisissez 3 enemy units qui sont en dedans de 12 pouces de cette unit-là. Et pour chacune de ces units-là, ils souffrent D3 mortels. Donc, un petit shooting de mortels à 12 pouces, c'est quand même correct. Il a un ward de 4+, quand il en a à plus de 6 pouces des enemy units. Donc, quand même solide contre le shooting aussi. Big Gitz, là, mettons. Mais ouais. Et Get Going, il y a Gitz, dans le fond. While any friendly units with this ability are in the battlefield, when you pick a friendly monster to move in the movement phase, you can see that it is goaded until the end of the turn. Donc, lorsqu'ils sont goaded, il peut run and charge. Par contre, ils doivent terminer n'importe quel genre de move, à part le pile-in, ils viennent quand même le préciser, plus proche d'une unit avec cette habilité-là, alors qu'il était au début du move. Fait qu'il s'en va vraiment à la guerre, il n'y a pas le choix. Et en plus de ça, à chaque fois qu'une goaded unit finit un move, chaque friendly unit avec cette habilité-là, within 3 pouces of that unit, suffers D6 mortal wounds. Donc, faut faire attention, si vous avez 2 monstres que vous envoyez un à côté de l'autre, ils vont comme vouloir se battre entre eux aussi. Là. Fait que pensez-y bien. Mais pour garrocher genre un Mangler Squig avec Run and Charge par en avant, ça peut être quand même assez intéressant pour ça. Puis lui, il est 100 points, si je me trompe pas. Ouais. 100 points. Donc, je sais pas à quel point on va le voir, parce que je dirais que dans une liste de Gits, les hero slots sont quand même bien utilisés. C'est crowded, là. C'est très crowded. Ouais, exact. Fait que je sais pas à quel point on va le voir. Est-ce que ça peut affecter des trolls pour le fun? Ben, les trolls n'ont pas le monster keyword, right? Le troll boss, mettons. Le troll boss, c'est-tu un monstre? J'oublie tout le temps si c'est un monstre ou pas. Il est tellement... Le modèle est tellement petit sur la table, là. Je m'attends tout le temps à ce qu'il soit plus gros quand je le vois. Mais ça se peut que ce soit un monstre, puis je m'en rappelle juste pas. Mais bon. Et dans le régiment, on a le héros, le Goba Palooza, une unit de Squig Herd et une unit de Squig Hopper. C'est tout du stock que vous voulez jouer dans le fond. Tout du stock que vous voulez jouer. Genre, c'est value stock. Là. Vraiment, honnêtement. Là. Puis je veux dire, même à la limite, si vous voulez pas jouer ce modèle-là, le héros, vous le jouez en d'autres choses. Vous le proxy pour un autre modèle, puis c'est réglé. Merci, bonsoir. Non, il est pas monster. Mais c'est vrai, Bobby dit tu peux lui donner un trait de commandement pour qu'il gagne plus un de wound et le keyword monster. On est déjà dans les combos ici. Là. Ouais. Ils ont une Cool. Puis dans le fond, ben, le regiment, ce qu'il gagne, c'est que lorsqu'ils reçoivent, une unit du régiment reçoit le redeploy command, n'importe quel autre friendly unit de ce regiment là within 6 peuvent aussi faire un D6 move, mais ils doivent finir à plus de 3 pouces de tous les enemy units et ne peuvent pas shooter. Donc, c'est juste que tout le monde peut faire un redeploy en même temps que les autres. Là, ce qui est quand même... Redeploy, c'est quand même solide. Là. Et Secret Tunnels, au lieu de les mettre sur le battlefield, vous pouvez les mettre en réserve, dans le fond. Puis ils vont arriver only within 6 du edge of battlefield et à plus de 2 pouces d'enemy units. Donc, peut être intéressante aussi, pour un total de 500 points pour celle-là. C'est une façon... Ben, tu sais, mon problème avec ça... Non, ok, c'est Friendly Monster. Fait que sachant qu'on prend ça dans une autre armée que Gitz,
Ouais, de destruction, mettons. Ouais. On peut aller donner le Run and Charge à un autre monstre. Avec ce héros-là. N'importe quel héros. N'importe quel monstre, je veux dire. Fait que ça pourrait être Kragnos. Ça pourrait être Moi, des Kragnos, c'est pas géants. déjà un Run Charge? Ben, il y a une charge à 3d6, right? Ah ouais, c'est ça. Ouais, qui donne. Ouais. Ouais, mais je pense pas qu'il y ait Run and Charge, à moins que je me trompe. Barbara qui dit Run and Charge en Ogre. Ouais, je pense qu'à Ogres, ils n'ont pas vraiment de façon d'avoir un Run and Charge. Ouais. Soudainement, ça peut être assez intéressant. Fait qu'on va peut-être le voir, lui, juste en allié, genre, avec des units qui pourraient le prendre, des armées qui pourraient le prendre. Genre faire courir un gros. Un gros mammouth. Ouais, je pourrais le sacrer dans une liste de méga gargants puis dire toi aussi tu run and charge, let's go. Ouais. Ça pourrait être quoi? nice. Ça va être quoi à faire avec ça? Quoi? Pick a friendly monster. When you pick a friendly monster to move in the movements, you can see it is golden. Mais il n'y a pas de limite. Fait que tu peux le donner à tous tes monstres. Tu peux goader tous tes monstres. C'est juste qu'ils peuvent pas rester un à côté de l'autre, je pense. Oui, c'est dommage, c'est pas ce que tu dis, mais ça. Ouais, sinon ils se font mal. Within 3 pouces. Crime! C'est intéressant ça. Je pourrais essayer de faire fitter 4 méga gargants pis ce dude là. Puis juste dire let's go! On part par en avant. Puis lui, il fait la unit parfait, il reste en arrière, puis il s'assoit sur l'objectif. Oh my god, j'ai une idée de liste. Ça y est. Puis là, après ça, t'as le gars qui joue la Lodge des Fire Slayer. Écoute, GG. Ah oui, il m'a easy counter avec le Regiments of Renown. Là, je me souviens pourquoi je sors pas les gars. Sad. Tout Il ça. suffit d'une chose, puis le plat tombe à l'eau. Tellement triste. C'est tellement triste. J'espère qu'ils vont être un peu plus jouables dans la nouvelle saison, honnêtement. Là. J'espère qu'ils vont se rappeler que c'est une armée que les gens veulent essayer de jouer un petit peu. En tout cas. Mais juste, ça augure mal, parce que ça prend des wizards à 9 wounds et moins. Là. Mais bon, on verra. Le stress, là, mettons. Là. Ce premier point-là, ça ouais, mais on va voir. Là, il est supposé avoir de l'anti-magie aussi. Là, fait que s'ils peuvent prendre du stock d'anti-magie, ça peut peut-être être intéressant. On va voir. C'est sûr que je vais essayer de les ressortir dans cette saison-là. Ouais. Cool! Mais ça fait le tour pour les trucs du Regiments qu'on a vu aujourd'hui. Puis bien entendu, j'ai très hâte de lire le lore. La partie importante. D'ailleurs, pour ceux qui s'en rappellent peut-être, quand on avait eu la série des Broken Realms, à chaque sortie de livre, on avait un épisode spécial lore avec Alex Thibodeau qu'on venait jaser de l'histoire, faire un recap un peu. Ça va être de retour. On va revenir avec du lore bien frais pour la série Harbingers. Donc ça va être des épisodes qui vont s'en venir aussi. J'ai bien hâte de ça. Fait que ce qui met fin à notre épisode de ce soir. Merci beaucoup Guillaume encore une fois d'être venu sur le show. Toujours un plaisir de t'avoir avec nous et toi et tes connaissances. Écoute, ça fait toujours plaisir. Merci encore pour l'invitation. Ça fait toujours bien plaisir. Yes, puis on va se reprendre bien entendu pour une autre soirée AB prochainement. Plus de détails aussi à venir pour le tirage du concours, là, pour le projet en fait, là, pour la charité que Guillaume est en train de faire. Pour tous les détails. Rappelle-nous le nom de ton Instagram, Guillaume. Oui, écoute, j'ai réussi à changer mon Oh oui, c'est vrai. Absolument horrible. Fait que ça, j'ai réussi à le changer. J'étais bien content de ça. Mais malheureusement, je m'en rappelle pas par cœur. Fait que c'est Guillaume Berger tout collé 11. Guillaume Berger tout collé. 11. Je l'essaye live là. That's it. Ça a-tu marché? Ça n'a pas marché. Instagram.com. Oh! J'arrive à quelque part. Là. Et voilà! C'est réglé. Fait que pour toute autre update, là, je te dis qu'il y a des updates qui s'en venaient et tout sur le projet. Puis si vous voulez voir l'armée depuis le début, puis plein d'autres projets aussi que Guillaume fait sur le site, ben n'hésitez pas à aller voir ça. Je vais mettre le lien immédiatement dans le chat. Fait que un gros merci encore une fois Guillaume. Merci à tous d'avoir été là ce soir. J'espère que vous avez apprécié. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un héros. Pas de votre point de vue là-dessus. Pour un review du GHB qui s'en vient. Fait que d'ici là, guys, je vous souhaite une excellente soirée. Continuez votre hobby, envoyez-nous des questions si vous en avez, gênez-vous pas. Puis je vous embrasse sur le nez. Un petit bec cute. Là. OK? C'est bon. Bye bye!